rappeler que pour ceux qui ne l'ont pas vu, en plus des conférences qui ont lieu dans cette salle-ci, la dernière commençant à 3h30, eh bien, en haut, on a un kiosque d'information avec en plus des ordinateurs de démonstration avec Linux Ubuntu. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour en haut, poser des questions et pour voir comment que vous pouvez bénéficier des logiciels libres de votre côté. Puis aussi, juste mentionner un petit mot que l'INUC, l'association à but non lucratif, qui organise des activités reliées aux logiciels libres dans la ville de Québec. Donc, notre but, c'est vraiment de promouvoir les logiciels libres dans la ville. Et nos activités sont le samedi après-midi, à toutes les 2 semaines, au Centre des loisirs Saint-Louis-de-France, qui est sur la route de l'église, juste en bas du chemin Saint-Louis. Donc, on fait vraiment partie de la programmation des loisirs de la ville de Québec, puis des activités autant pour les débutants que pour les personnes plus avancées en logiciel libre. Donc, je vous invite à aller consulter notre site web à www.linuc.org pour aller voir nos prochaines activités. Et on a aussi une liste courriel pour être averti si les activités qui s'en viennent. Et l'inscription coûte seulement 30$ pour toute l'année, donc l'année de septembre à juin, finalement. Donc, vous pouvez payer soit sur le site web ou sur place à une de nos activités. Donc, sans plus tarder, je vous introduis Grégory Sanderson. Bien, vous voyez son complet. Grégory qui est à vrai dire même un membre du conseil d'administration de l'INUC et il va vous présenter son évolution en tant que passionné et geek du logiciel libre. Donc, oui, question? Est-ce que c'est commencé? Les activités? Non, on va dire aujourd'hui, c'est notre première activité, je dirais, qui est gratuite finalement et que, bon, pour fêter en même temps la journée de logiciel libre et de la journée mondiale. Mais nos activités commencent dans 2 semaines, finalement, à tous les samedis, donc aux 2 semaines. Et la prochaine va être, entre autres, un festival d'installation et de dépannage Linux. Donc, vous avez des ordinateurs, entre autres, que vous, dès qu'on installe Linux dessus, et bien, vous pouvez nous passer nous voir pour ça. Donc, allez voir sur notre site web, vous allez voir tous les détails. Une question, non? Alors, bon, bien, Grégory. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Il ne fait pas trop froid dehors, hein? On va réchauffer ça un peu. Donc, première chose que je veux demander, c'est à tout le monde de venir se rapprocher, de s'asseoir ici en avant, de venir combler toutes les places en avant. Pour vraiment essayer de compacter vers l'avant le plus possible. Tout le monde, même ceux en arrière, surtout ceux en arrière. Merci. On peut avancer d'une place. Ça vaut la peine, de toute façon. Oui, ça vaut la peine. Il y a encore 2 places ici en avant. Donc, en fait, la raison pourquoi je vous demande de venir vous rapprocher, c'est... En fait, j'ai une raison pragmatique aujourd'hui. C'est parce que j'ai un rhume, donc je ne peux pas parler aussi fort que d'habitude. Alors, c'est pour ça que je vous demande de venir vous rapprocher. Mais en fait, la raison pourquoi je fais ça, puis je fais ça au début de toutes mes conférences, c'est parce que je suis ici pour parler avec des humains. Je suis ici pour parler avec d'autres personnes. Puis quand vous êtes loin comme ça, bien, on ne sent pas le rapprochement, il n'y a pas de connexion, quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vais venir en avant. Parce qu'après tout, ici, on ne va pas nécessairement parler de logiciel, on va parler de communauté, on va parler de la personne, on va parler de comment est-ce que tout ça interagit ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gregory Eric Sampson sur Codetamu ou dans le Forbes. C'est mon nom complet, vous pouvez m'appeler Greg, tout simplement. C'est très, très simple. Et aujourd'hui, on est ici pour parler de cette bête-là. Donc, c'est quoi la bête? Ben, moi, j'appelle ça un geek. Il y en a qui appellent ça un nerd, il y en a qui appellent ça un dork, etc. Y a-t-il quelqu'un qui serait, en 10 secondes ou moins, pourrait me dire c'est quoi pour vous autres un geek? Est-ce quelqu'un qui veut se risquer? Ça peut être n'importe quoi. C'est quoi pour vous autres un geek? Là? Ça peut être simple, ça peut être oui. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Extrêmement passionné. Ça, c'est une bonne réponse. Y a-t-il d'autres réponses? Ça peut être ce que vous pensez être un geek, c'est pas nécessairement la vérité. Non? Oh, vous êtes tranquille aujourd'hui. Donc, en fait, très souvent, dans la culture populaire, on va mélanger les termes ensemble. On va dire, OK, on parle d'un geek, d'un nerd, d'un hacker, d'un pirate, tout ça. On va essayer de mélanger un peu tous les termes. Puis très souvent, on a cette espèce d'image très stéréotype que le geek, c'est quelqu'un dans le sous-sol qui est super intelligent, qui est super bon avec les ordinateurs, mais que vous n'êtes pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qui n'interagit pas avec les autres personnes socialement, etc. Et moi, je suis là pour un peu démystifier tout ça, pour vous montrer comment quelqu'un peut passer de débutant en logiciel libre et en informatique
comment il fait pour arriver à quelqu'un qui est professionnel. Et je fais ça à travers mon histoire à moi. Donc, comment est-ce que moi j'ai fait pour évoluer à travers ce beau monde-là? J'espère que vous allez bien aimer l'histoire. Alors, comment est-ce que je vais présenter l'histoire? Je vais la présenter à travers ce que j'appelle des phases d'évolution. Donc, comment est-ce qu'on évolue à travers tout ce monde-là? Puis la première phase d'évolution, c'est la phase de « ça marche pas ». Donc, ça, c'est une phase que je pense que tout le monde ici connaît bien. Alors, vous êtes chez vous, vous avez un ordinateur, et il ne fonctionne pas. Donc, imaginez-vous, moi, jeune homme d'environ 16 ans, qui étudie en musique, qui se fait donner un ordinateur par son oncle. Sauf que l'ordinateur, c'est un vieux ordinateur qui a juste 500 MHz, qui a Windows XP, qui roule à peine, qui fonctionne vraiment à peine. Alors là, première chose, l'ordinateur il était un peu cassé. Donc la carte son ne fonctionnait pas, le clavier fonctionnait la moitié du temps, il était rempli de bugs, il était rempli de virus. Là. Donc mon oncle m'avait cédé plus un cadeau de grec qu'autre chose. Là. En plus de ça, il était super lent. Il était vraiment, vraiment lent. Ça prenait quelque chose comme 10 ou 15 minutes avant que je pouvais utiliser l'ordinateur. Et dès que je voulais remplacer quelque chose dedans, ça coûte de l'argent. Ça coûte cher de remplacer un ordinateur. Ça coûte cher de le faire réparer, tout ça. Et là, j'étais vraiment frustré au point où je voulais jeter mon ordinateur par la fenêtre. Et je ne suis pas le seul qui a voulu jeter l'ordinateur par sa fenêtre. Steve Wozniak plutôt, un des fondateurs d'Apple, a déjà dit un jour qu'il ne faut jamais faire confiance à un ordinateur que tu ne peux pas jeter par la fenêtre. Donc, il était un peu d'accord avec moi, en quelque sorte. Mais bon, après tout ça, moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai un ordinateur, j'ai besoin de l'utiliser, sauf qu'il n'est pas utilisable. Alors là, je commence à faire des recherches, et mon ami me parle de Linux. Donc là, il me mentionne ça, Linux. Puis là, je suis là, OK, c'est quoi ça, Linux? Puis là, il commence à me dire, Linux, premièrement, c'est léger. Donc, aussi léger qu'un éléphant sur un ballon. Il me dit aussi que Linux, c'est sécuritaire. Donc, sur Linux, les virus, c'est pas quelque chose qui existe. Il me dit que Linux, c'est quelque chose de rapide. Donc, c'est un système très, très rapide, beaucoup plus rapide que Windows. Il me dit que c'est 100% gratuit. Donc, j'ai pas besoin de payer pour utiliser Linux. Et en plus de ça, il me dit que ça roule sur des vieux ordinateurs. Peut-être pas aussi vieux que ça, là, mais vous comprenez l'idée. Je crois que vous comprenez bien l'idée. Alors là, moi, j'entends tout ça, puis je me dis, est-ce un miracle? Est-ce vraiment quelque chose qui peut être réel, qui peut arriver? Donc finalement, je décide de faire le plongeon et je commence par installer Ubuntu sur mon vieux ordinateur. Au bout de 15-20 minutes, j'étais un peu stressé. Ça va-t-il fonctionner? Est-ce que l'ordinateur va continuer à démarrer? Et après ça, j'arrive avec un beau bureau, avec plein d'applications, avec une espèce de bureau qui ressemble légèrement à ce que Windows fait, avec des logiciels pour aller sur Internet, pour naviguer, pour écouter la musique, pour aller voir des vidéos, des photos, tout ça. Et je me dis, c'est un miracle. J'ai réussi, avec ça, à accomplir tous mes besoins de base que j'avais. Avec Ubuntu, j'avais réussi à combler tous mes besoins. Donc, j'étais capable de faire du traitement de texte. J'étais capable de télécharger les photos sur ma caméra. J'étais capable d'aller sur Internet pour aller voir mes courriels. Et c'était vraiment merveilleux. Jusqu'à ce que je décide de redémarrer mon ordinateur puis d'aller dans Windows. Puis là, finalement, il a crashé. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. L'important, c'est que j'ai réussi à passer de l'étape de quelque chose qui ne marche pas à un ordinateur qui marche. Et je pense que vous autres ici, vous avez déjà rencontré ce genre de situation-là, n'est-ce pas? Oui, vous avez déjà rencontré une situation où est-ce que l'ordinateur ne fonctionne pas. Et c'est frustrant, vous ne savez pas quoi faire. Alors, dans l'évolution de quelqu'un qui embarque dans l'aventure du logiciel libre, c'est la première phase. C'est la phase à travers beaucoup de monde passe. Phase numéro 2. Donc, ça fait quelques mois que j'ai Ubuntu installé, tout fonctionne très bien, je suis très content, je suis capable de faire ce que j'ai besoin de faire, sauf que là, je commence à être un peu curieux de savoir, OK, c'est quoi Linux, comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que je fais pour installer des logiciels de plus, comment est-ce que c'est arrivé en vie? Mais une question qui était vraiment importante, c'était, à quoi sert le pingouin? Parce que le pingouin, c'est la mascotte des logiciels libres, c'est la mascotte qu'on utilise très souvent pour Linux. Puis là, je me posais la question, OK, Windows, c'est une fenêtre. Apple, c'est une pomme. Mais Linux, c'est pas le nom d'un pingouin. C'est quoi ça, le pingouin? À quoi il sert le pingouin, là? Donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à aller sur Internet, à essayer de voir c'était quoi les sources, les origines, tout ça. Finalement, je suis tombé sur ce mec.
Richard Stallman. Donc, Richard Stallman, c'est qui? C'est le fondateur d'un mouvement. En fait, moi, je dis plutôt que c'est le père du logiciel libre. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous sommes capables de bénéficier de tous les avantages que nous avons dans les logiciels libres. Alors, Richard Stallman, pour faire une histoire courte, il travaillait au MIT, dans le laboratoire de l'intelligence artificielle, et c'était lui qui était un peu l'administrateur système du laboratoire. Donc, c'est lui qui s'occupait des ordinateurs, des mainframes, des imprimantes et de tout ça. Puis lui, comme moi, comme vous, il était frustré. Il n'était pas capable de mettre à jour son imprimante. Il y avait des bugs dans le logiciel de l'imprimante. Il n'était pas capable de savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Il était extrêmement frustré parce qu'il n'avait pas accès aux machines. Il n'était pas capable de les reprogrammer lui-même. Il y avait des licences sur les machines, puis à cause de ces licences-là, il n'avait pas le droit de modifier les machines. Alors, c'était beaucoup frustré. Alors, ce qu'il a fait, puis là, je résume l'histoire, il y a eu beaucoup d'étapes à faire ça. Il a fondé un système ou un regroupement qui s'appelle GNU. Alors, GNU, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui veut dire GNU Not Unix. Et déjà là, on peut voir un peu l'humour un peu tourné des programmeurs parce que, en fait, ça, c'est un acronyme récursif. Alors, GNU, le G représente GNU, N, ça veut dire Not, puis U, c'est Unix, sauf que dans GNU, on a GNU. Donc, c'est une espèce de boucle infinie. On a un G ici, sauf que le G représente le tout. Mais en même temps, on a le G qui représente GNU. Alors, c'est une espèce de boucle récursive, là. Ça ne peut rien dire. Donc, GNU, en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est que Richard Stallman voulait libérer tous les outils, les logiciels qu'on utilise très souvent sur un système Unix pour que d'autres personnes puissent en bénéficier et que d'autres personnes puissent en profiter. Alors, dans ce but, il a créé une licence que nous appelons la GPL. En fait, j'aurais plutôt dire qu'il a créé un concept de liberté. Pour lui, un logiciel, c'était un peu comme un livre, c'était un peu comme un bien. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir partager avec d'autres personnes. Puis il devrait y avoir de restrictions sur ce qu'on partage avec d'autres personnes. C'est une connaissance, c'est un savoir commun. Alors, pour essayer de conserver, pour essayer d'appliquer ce concept-là au logiciel, il a créé la GPL, puis il a créé les 4 libertés. Alors, on va étudier rapidement c'est quoi les 4 libertés. Encore là, on peut voir un peu c'est quoi l'humour du programmeur. À la place de commencer avec le chiffre numéro 1, on commence avec le chiffre numéro 0. Donc, la première liberté, liberté 0, la liberté d'exécuter un logiciel. Ça, c'est une liberté que tout le monde ici, vous utilisez déjà. C'est la liberté de pouvoir prendre un logiciel, prendre un programme, puis de l'utiliser, de pouvoir l'exécuter. Ça, c'est la première liberté. Et je pense que tout le monde comprend un peu ce que ça veut dire, pouvoir utiliser un logiciel. Liberté numéro 1, étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, ou n'importe qui, est capable de prendre le code source d'un logiciel, donc les instructions, la recette, si on veut, d'un logiciel, et de regarder comment il fonctionne. Pour prendre un exemple un peu comparatif pour essayer de comprendre, un menuisier, lorsqu'il construit une table, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre des morceaux, il va les assembler, puis n'importe qui est à côté du menuisier peut le regarder faire, puis regarder comment est-ce qu'il assemble les morceaux, puis une fois qu'il regarde, il est capable de reproduire la même chose. Donc, il a étudié comment est-ce que le menuisier a fait pour construire une table. C'est un peu le même principe avec la liberté numéro 1, étudier. Donc, moi, je suis capable d'aller voir comment un logiciel fonctionne, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il fait pour calculer un total, comment est-ce qu'il fait pour afficher une image, comment est-ce qu'il fait pour afficher une page web. Je suis capable d'étudier le fonctionnement du logiciel. Ensuite, liberté numéro 2, redistribuer. Donc, la liberté de prendre un logiciel puis de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Un peu comme si jamais vous avez acheté un livre, vous l'avez trouvé super bon, puis là, vous le prêtez à un de vos amis. Donc, vous avez redistribué le livre. C'est la même chose avec la liberté numéro 2. Donc, on prend un logiciel, puis on peut le redistribuer à autant de personnes qu'on veut. On peut faire des copies, on peut le partager autant qu'on veut. Et finalement, la troisième liberté, la liberté de modifier un logiciel. Donc, si jamais moi, j'ai un logiciel, puis je ne l'aime pas, ou je trouve qu'il y a quelque chose dedans qui ne fonctionne pas, puis je veux l'améliorer, j'ai la possibilité de le faire. Je suis capable d'aller modifier le code source, puis de le recompiler, puis de faire en sorte qu'il fonctionne comme moi je le veux. Donc ça, c'est les 4 libertés. Maintenant, faisons une petite comparaison rapide avec les compagnies d'aujourd'hui. Alors si je prends quelque chose qui est très connu, comme par exemple Microsoft Office, donc la suite Office. Vous connaissez toute la suite Office, j'espère? Oui.
Donc, est-ce que j'ai le droit d'exécuter Office? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'étudier Office? Non. Est-ce que j'ai le droit de redistribuer Office? C'est dans la Chine. Pardon? C'est dans la Chine. Effectivement, si on est en Chine, on peut. Mais encore là, il y a un flou à travers ça. Oui, on peut redistribuer Microsoft Office si on a payé la licence. Mais est-ce qu'on peut le redistribuer gratuitement? Non, on ne peut pas. Finalement, est-ce que j'ai le droit de modifier Office? Est-ce que je peux changer les boutons de place? Est-ce que je peux décider comment est-ce que le document va être rendu? Non, je ne peux pas. Prenons un autre logiciel. Prenons le... Comment ça s'appelle, non? iTunes. De Apple. Donc, est-ce que je suis capable d'exécuter iTunes? Oui. Est-ce que je suis capable d'étudier comment iTunes fonctionne? Non. Est-ce que je suis capable de redistribuer iTunes? Là, il y a quelqu'un qui a dit non. Pensez-y un peu. Est-ce que j'ai le droit de redistribuer iTunes? C'est quand même des licences propriétaires qu'il y a derrière ça, même si c'est un exécutable. En tout cas, c'est nuancé. C'est nuancé, effectivement. Donc, iTunes, en fait, pour l'utilisation personnelle, c'est gratuit. Sauf qu'il y a des licences dessus qui limitent comment est-ce qu'on peut le redistribuer. Apple est le seul qui a le droit de redistribuer iTunes. Finalement, est-ce que je peux modifier iTunes? Non. Donc ça, c'est des logiciels propriétaires versus des logiciels libres. Pour faire un peu la différence. Alors, grâce à ces 4 libertés-là que Richard Stallman a fondées, nous avons réussi à former une communauté autour de ces fondements-là. Et cette communauté-là s'est mise ensemble et se dit, on est capable de créer des logiciels qui vont profiter aux autres. Moi, je compare ça très souvent au principe de la goutte d'eau. Donc, vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez tout seul, ça ne fait rien. Mais plus que vous arrachez des gouttes d'eau, puis finalement, au fil du temps, ça devient une rivière, ça devient un lac, ça devient un océan. Remplacez les gouttes d'eau par des personnes maintenant. Une personne tout seule qui développe un logiciel dans son coin, est-ce qu'il va faire quelque chose avec? Peut-être pas. Mais si vous mettez 2 personnes, 4, 6, 8, 10 personnes ensemble pour développer un logiciel que tout le monde peut en profiter, c'est une richesse pour la communauté. C'est quelque chose que vous redonnez. C'est une connaissance, c'est un partage. Et grâce à ce concept-là, de communauté, de 4 libertés, nous avons réussi à développer aujourd'hui des milliers de logiciels qui sont utilisés un peu partout. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Qui ici reconnaît ce logo-là? Il y en a quelques-uns? Firefox. Firefox, c'est un des navigateurs web les plus populaires aujourd'hui. D'ailleurs, en Allemagne, il a dépassé le pourcentage d'utilisation de Internet Explorer versus Firefox. Firefox est maintenant en première position en Allemagne et dans plusieurs pays en Europe, c'est quasiment moitié-moitié. C'est vraiment un des logiciels libres les plus connus aujourd'hui pour faire du web. LibreOffice, dont on va avoir une conférence là-dessus tantôt, c'est la suite bureautique entièrement gratuite qui fait exactement la même chose que Microsoft Office. Ça, c'est 2 exemples. Mais les logiciels libres, ce n'est pas juste des logiciels qu'on trouve sur notre ordinateur. On peut les retrouver partout. Par exemple, chez Google. Google, moteur de recherche, un des moteurs de recherche les plus populaires, utilise des logiciels libres quasiment dans toute leur infrastructure. Facebook aussi utilise beaucoup de logiciels libres pour sa plateforme. On trouve aussi IBM qui font beaucoup de contributions aux logiciels libres. IBM, tous leurs serveurs, tout leur mainframe, tout ça, ça utilise des logiciels libres. Oracle aussi fait beaucoup de contributions aux logiciels libres. Amazon, une des boutiques en ligne les plus populaires, toute leur infrastructure est basée sur les logiciels libres. Et Wikipédia, un des encyclopédies les plus populaires en ligne, utilise des logiciels libres. Et d'ailleurs, leur code, si jamais vous voulez faire votre propre Wikipédia, vous pouvez prendre le code, puis vous pouvez partir votre propre encyclopédie si vous voulez. Mais, c'est pas juste sur le web qu'on va trouver le logiciel libre. On le retrouve aussi dans les appareils de tous les jours, comme par exemple les GPS. Beaucoup de GPS aujourd'hui vont rouler sur des logiciels libres. Les téléphones, qui ici a un téléphone Android? Levez la main. Ah, ok, peut-être la moitié de la foule, c'est quand même pas super. Il y a aussi les systèmes embarqués. Qui ici reconnaît ça? Le Raspberry Pi, exactement. Donc, ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ordinateur complet pour 35 $. C'est un ordinateur qui est capable de rouler des films en HD, qui est capable d'aller sur Internet, de jouer des vidéos pour 35 $. C'est quand même un accomplissement. On retrouve les logiciels libres dans les routeurs aussi, dans les systèmes embarqués. On retrouve les logiciels libres sur les serveurs, donc tous les sites web que vous visitez, les 3 quarts roulent sur les logiciels libres. Et on retrouve même les logiciels libres sur la PlayStation.
Donc, pour ceux qui ne savaient pas, on peut installer un Linux sur une PlayStation et l'utiliser quasiment comme un ordinateur, là, si on veut. Et nous avons aussi le chez nous sur les tablettes, donc les tablettes Android. Oh, je vois quelqu'un qui n'est pas d'accord, on en reparlera tantôt. C'est plus vrai, tout simplement. On peut encore le faire. Donc, et finalement, on peut aussi retrouver le logiciel libre sur les super ordinateurs. Dans les top 500 de super ordinateurs, 90% utilisent des logiciels libres. Finalement, on peut aussi retrouver le logiciel libre sur les télévisions. Alors, de plus en plus, on retrouve des... Non, donc, encore une fois, peut-être pas sur des télévisions aussi vieilles que ça, mais les télévisions qui sortent aujourd'hui, la plupart roulent des logiciels libres. Alors, finalement, les logiciels libres, on les retrouve quasiment partout autour de la planète. Dans notre utilisation locale, dans notre utilisation de tous les jours, à quelque part, on fait quasiment une connexion avec le logiciel libre, à un certain point. Il n'y aura pas d'Internet. Pardon? Il n'y aurait pas d'Internet. Sans le logiciel libre, il n'y aurait pas Internet, effectivement. La plupart des infrastructures Internet aujourd'hui, les ISP, les sites web, tout ça, ça roule sur des logiciels libres. Et puis l'aspect sécurité. Ça aussi, c'est un autre aspect très important. Tout ce qui est sécurité informatique, grâce au logiciel libre, on est capable de faire des détections, des analyses, l'intrusion, tout ça. Mais bon, alors moi, je me suis posé la question, chez moi, combien d'appareils roulent sur des logiciels libres? Plutôt, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de trouver des appareils qui ne roulent pas de logiciels libres? Donc, j'ai fait le tour de chez moi. Je suis allé voir mon routeur. Donc, mon routeur, en fait, je savais déjà qu'il roulait des logiciels libres. Ensuite, je suis allé voir mon téléphone, puis j'ai appris, avec surprise, que mon adapteur ici roule un micro Linux. Donc, il roule sur les logiciels libres. Je suis allé voir mon PogoPlug qui a fait mon serveur de film, lui aussi il roule sur les logiciels libres. Ça, c'est ma tour. Ma tour, évidemment, j'ai installé Linux, Ubuntu dessus, donc il roule en logiciel libre. Finalement, je me suis rendu compte que le seul truc qui ne roulait pas les logiciels libres chez moi, c'était mon micro-ondes. C'était pas mal le seul appareil qui n'avait pas de logiciel libre dessus. Et encore là, je suis pas mal certain que si je déboîtais mon micro-ondes, je pourrais remplacer la partie électronique ici avec un Raspberry Pi ou avec un Arduino, puis ça pourrait fonctionner. Je suis pas mal certain, si je me donnais la peine. Enfin bref. Donc, ça c'est la force de l'élimination. Se rendre compte que les logiciels libres, c'est quelque chose qui est utilisé chez soi, mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé un peu partout. Puis se rendre compte que grâce au mouvement collectif de tout le monde qui met un peu son effort, on est capable de faire profiter toute cette richesse-là à beaucoup de monde. En fait, je dirais la Terre entière, en quelque sorte. Mais bon, une fois qu'on est illuminé, qu'on est très content d'avoir appris qu'est-ce que c'est les logiciels libres, on est un peu curieux, on veut faire quelque chose de plus. On veut commencer à faire de la création. Donc, imaginez-vous encore une fois, moi, jeune homme de 16-17 ans, qui a installé Ubuntu, qui a découvert c'est quoi les logiciels libres, et qui était très content de voir tout ce là. Là, je commence à me demander, ouais, mais je suis capable de coller avec ça, je suis capable de faire des programmes avec ça, je suis capable de modifier. Ma première frustration que j'ai rencontrée, c'était mon imprimante. Alors, mon imprimante, elle fonctionnait pas vraiment sur Windows. Sur Linux, elle fonctionnait, sauf que parfois, elle buguait, parfois, elle arrêtait de fonctionner. Et là, ça me prenait 15 minutes pour désinstaller, réinstaller l'imprimante, puis après ça devrait fonctionner. Et là, ces 15 minutes-là, c'est du temps perdu. Bon, là, je me suis posé la question, ben, y a-t-il moyen de rendre ça plus optimal? Y a-t-il moyen de faire que je clique juste une seule fois, puis mon imprimante, elle repart tout seul? Alors, j'ai commencé à explorer le monde de la console. Donc, donc ça, c'est en fait, c'est la première fois que j'ouvrais une console, c'était un peu ma réaction. Donc, la console, au tout début, ça nous paraît comme quelque chose d'extrêmement bizarre. On comprend pas trop à quoi ça sert. Mais, à force de faire des recherches, à force de comprendre comment ça fonctionne, j'ai réussi à faire mon premier script, alors ma première création, qui déloadait le module de mon imprimante, le reloadait, le reconfigurait. Puis par la suite, j'étais capable de réimprimer tout ce que je voulais. Donc, j'ai réussi à faire mon premier script. Donc, ça faisait un 15 minutes qui passait juste 20 secondes. C'est quand même assez impressionnant. Puis c'était mon premier script. J'en étais fier. J'avais réussi à faire un petit programme. Par la suite, j'ai commencé à explorer un peu plus, à voir, OK, mais quoi d'autre est-ce que je suis capable de créer avec le logiciel libre? Et je suis tombé sur LAMP. Donc, LAMP, c'est quoi? C'est un acronyme pour regrouper un ensemble de technologies qu'on utilise très souvent pour faire un site web. Donc, on parle de Linux, on parle de Apache, MySQL et PHP, Perl ou Python. Alors ici, on a système d'exploitation, serveur web, base de données,
langage de programmation. Alors ça, LAMP, c'est une solution qui est extrêmement populaire aujourd'hui pour faire des sites web. Alors on est capable de faire des petits sites web, tout comme on est capable de faire des super gros systèmes avec des ventes en ligne, avec de l'animation et tout ça. D'ailleurs, WordPress, un des systèmes de blogging les plus populaires aujourd'hui, est entièrement basé sur la stack LAMP. Alors j'ai commencé à explorer tout ça et j'ai commencé par faire mon premier site web qui, bon, évidemment, qui ressemblait peut-être quelque chose un peu à ça. Alors on s'entend, j'étais un jeune homme de 17 ans, je ne savais pas trop c'était quoi l'importance d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble ou l'importance d'avoir des logos qui matchent bien ensemble, mais bon, juste pour vous dire, je me suis quand même amélioré. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 3 ans. Donc, vous pouvez comparer, premier site web, quelques années plus tard, on a quelque chose de quand même assez joli. Alors, juste pour vous dire, ça, c'est le site web de IMAX. Le IMAX des Galeries des Capitales ici à Québec. Leur système de billets en ligne est entièrement fait avec les logiciels libres. Parce que c'est moi qui l'ai fait, en fait. Donc, la prochaine fois que vous allez chez IMAX, vous pouvez vous vanter de savoir que le système roule entièrement sur des logiciels libres. Bon, alors j'ai commencé à faire des sites web, tout ça. Après ça, j'ai commencé à explorer d'autres langages de programmation qui existaient. Alors j'ai découvert qu'il y a le PHP, qu'il existe le Perl, qu'il existe le Ruby, le Python, le Java, le GCC. Tout ça, c'est des langages de programmation qui nous permettent de faire des logiciels très variés, très complexes. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, donc les grandes business, les banques, tout ça, Java, c'est un langage de programmation qui est utilisé très souvent. Pour tout ce qui est système embarqué, système optimal, système rapide, pour tout ce qui est bas niveau, GCC, c'est ce qu'on va utiliser. Pour le web, on va utiliser PHP principalement. Python, c'est utilisé beaucoup dans la communauté scientifique. Ruby, c'est aussi utilisé pour... en fait, je dois dire, Ruby, Perl, c'est 2 langages qui sont beaucoup utilisés pour les systèmes Internet. Mais, le point que je veux faire, c'est que tout ça, c'est des logiciels libres. C'est des logiciels libres qui sont utilisés pour faire des systèmes qui sont utilisés à tous les jours. Et au fil de tout ça, j'ai appris comment programmer dans tous ces langages-là, tranquillement. Donc 16, 17, 18, 19 ans, j'ai commencé avec des petits programmes, j'ai fait un site web, j'ai fait des choses un peu plus gros, etc., etc., etc. Au point où est-ce qu'à un certain point, je pensais que j'étais vraiment comme genre, je pensais que j'étais la crème de la crème. Je suis là, OK, ça fait 3 ans que je programme, je connais 6 langages différents, là, je suis hot, je suis capable de faire des beaux trucs. Alors là, je me suis élevé, je me suis dit, je vais me lancer un défi et je vais voir à quel point est-ce que je suis capable d'élever encore plus haut. Alors, j'ai fait ma propre distribution Linux avec 2 de mes amis qu'on a appelés Enjoy Linux. Puis, en fait, non, plutôt. Non, c'est ça, en fait, j'ai fait du langage de programmation, j'ai fait des sites web, j'ai fait des distributions Linux. Par la suite, j'ai dû aller voir, puis j'ai découvert qu'il y avait une panoplie de distributions Linux qui existaient. Donc, il n'y avait pas juste Ubuntu, il y avait SUSE, il y avait Fedora, il y avait Debian, il y avait Arch Linux, il y avait beaucoup de variétés, au point même où est-ce que j'ai, à un certain point, sur mon petit ordinateur de 500 MHz, j'avais 8 distributions installées dessus. Donc, c'était un peu dur à gérer, sauf que c'était vraiment... Tout ça, ça m'a permis de, à force d'explorer, de découvrir, de tester, d'essayer de faire quelque chose, j'ai acquis des connaissances. J'ai appris comment un ordinateur fonctionnait de manière très intime. Toutes les parties, tout le hardware, comment ces interactions fonctionnent, tout ça. Et à un certain point, c'était rendu que j'avais plus besoin d'interface graphique, que je travaillais seulement en console, tout le temps. Donc, alors rendu à ce point-là, je me suis dit, OK, là je suis hot, là je suis capable de faire à peu près n'importe quoi. Je vais me lancer un défi, je vais essayer de faire un module kernel. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, le kernel, le noyau, c'est le cœur d'un système d'ordinateur et c'est un des morceaux de logiciel les plus complexes qui peut exister sur un système. Et moi, je me dis, je vais faire une contribution là-dedans. Je vais ajouter mon propre module dans le kernel, je suis capable. Alors, mon objectif, c'était, j'avais ce qu'on appelle un dance pad, donc c'est un tapis de danse pour le jeu DDR. Alors, avec ça, on est capable de jouer à des jeux vidéo, sauf qu'il ne fonctionnait pas sur Linux. Alors moi, je me suis dit, je vais le faire fonctionner sur Linux, moi. Alors là, je le branche, je commence à regarder le code du kernel, je commence à faire des tests, tout ça. Je pense que ça m'a pris 1 semaine pendant mon été, à temps plein, à regarder le code du kernel, à le comprendre, de comment envoyer un signal d'un bouton à l'ordinateur. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai passé 1 semaine dessus, puis à la fin, j'avais quelque chose qui fonctionnait.
Donc là, j'étais vraiment fier. Puis je me dis, OK, ma contribution, je vais l'envoyer au monde entier. Je vais l'envoyer à Linus Torvalds. Je vais voir comment il va accepter. Alors là, j'étais super fier, j'envoie ça et je reçois une réponse. Ton code de l'arabe. Comme quoi que c'était vraiment mauvais. En fait, c'est pas Linus qui m'a répondu, c'est un de ses sous-lieutenants. Mais en gros, il m'a dit, ben, ton travail, ben, premièrement, ton code qui est mauvais, il est vraiment dégueulasse, là, tu fais vraiment des choses de façon tordue. Puis il m'a dit, de toute façon, on a un autre module qui fait exactement la même chose. Donc, en fait, ma contribution, ben, ça peut servir à grand-chose. Mais, c'était très formateur comme expérience. J'ai appris beaucoup sur comment les langages de programmation fonctionnent, sur comment les logiciels font pour interagir entre eux, sur comment est-ce qu'un système d'ordinateur fonctionne. Et à travers de ça, j'ai parti d'autres projets à la place. Donc, je me suis amusé à faire une cafetière contrôlée par Internet. Donc, oui. Alors, en fait, ça, c'est un projet de fin de cégep, là. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est une carte Arduino, donc une carte entièrement basée sur les logiciels libres. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccordé la carte avec l'élément chauffant de la cafetière. Alors, et ici, on voit un fil qui était connecté à l'ordinateur. Donc, l'ordinateur servait de serveur Internet. Alors, on pouvait aller sur la page web, on pouvait partir la cafetière. Là, ça allumait l'élément chauffant. L'eau commençait à monter. Puis, rentrer dans la... Vous comprenez un peu le principe, là? Donc, ça, c'est un projet que j'ai fait. Est-ce que tu as envoyé ton café après par la poste? C'est la prochaine étape. Et là, nous avons l'image blanche. Pourquoi est-ce que j'ai une image blanche? Ah mon Dieu, ok, oui. Alors, normalement, ici, vous pouvez avoir apparaître OpenStreetMap. Donc, bon, qui était là tantôt pour la présentation de OpenStreetMap? Y avait-il quelques personnes? Donc, tout ça pour dire que les logiciels libres ne se limitent pas à seulement des logiciels. Le principe de liberté, c'est un peu répandu dans d'autres sphères de notre activité. Donc, OpenStreetMap, c'est un très bel exemple. Alors, c'est des données cartographiques qui sont libres. On trouve aussi le logiciel libre dans la musique. Donc, Jamendo, c'est un système, c'est un service de musique sous licence libre. Donc, toute la musique que vous retrouvez là-dessus, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la redistribuer, vous pouvez l'écouter gratuitement. On trouve aussi les logiciels libres dans la littérature. Donc, Framabook, c'est un regroupement de personnes qui publient des livres qui sont entièrement libres. Donc, vous pouvez, alors, c'est surtout de la documentation technique, mais par exemple, vous pouvez retrouver la documentation sur comment organiser vos images, comment faire une bibliothèque d'images, tout ça. On retrouve même les logiciels libres dans les fermes. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris très récemment, mais il y a un mouvement qui est parti, qui se veut de documenter comment toute la machinerie sur une ferme fonctionne. Donc, comment est-ce qu'un tracteur fait pour avancer? Comment est-ce qu'on fait pour récolter des plantes? Comment est-ce qu'on fait pour traire le lait d'une vache? Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi la température du lait, tout ça? Il y a du monde, présentement, qui sont en train de documenter tout le fonctionnement de l'électronique, de la machinerie sur une ferme. Puis le but de ça, c'est que d'autres fermiers puissent reprendre cette connaissance-là, puis puissent bâtir eux-mêmes toute la machinerie qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de payer quelqu'un pour le faire eux-mêmes. On trouve le logiciel libre aussi dans le cinéma. Donc ça, c'est un film, c'est une petite comédie de 15 minutes, mais c'est une comédie qui est entièrement libre. Donc vous pouvez aller télécharger ça, puis aller étudier comment est-ce qu'ils ont fait pour faire toute l'animation. Donc vous pouvez reprendre les animations, vous pouvez modifier les animations. Ça, c'est un film entièrement basé sur le logiciel libre. Vous avez aussi maintenant les imprimantes 3D, donc, qui font beaucoup fuir ces jours-ci. Alors, il existe des imprimantes 3D qui sont entièrement basées sur le logiciel libre. Vous pouvez même utiliser le logiciel libre pour de la téléphonie. Donc là, je vais avoir besoin d'une victime. Non, un participant. Un participant. Il y a quelqu'un qui a un téléphone sur lui, un téléphone avec un haut-parleur, qui voudrait bien téléphoner ce numéro-là. Sinon, je vais brancher mon téléphone ici. On va attendre voir. C'est pas assez fort, hein? Ok, je vais le faire ici. Sur le haut-parleur, mais. pas sur le
Ah, merde. Bon, on l'entend pas très fort, je suis désolé. Faites le 3. C'est bon. Il y a du monde qui m'a reconnu un peu par là. Donc, en fait, on pourrait le mettre au revenu, effectivement. Bon, alors, je suis désolé, les haut-parleurs n'étaient pas assez forts, mais est-ce qu'il y a du monde qui ont reconnu la voix? Non? Ça, c'est un extrait de l'émission Le cœur a ses raisons. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une extraction de Becky Walters, qui avait un répondeur. Donc, en fait, c'est Brad qui téléphone Becky, puis qui tombe sur le répondeur, qui tombe sur un menu téléphonique comme genre qui est extrêmement compliqué. Alors, ça, c'est une blague très, très drôle. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait les sons, puis j'ai fait un logiciel qui reproduit ce menu vocal-là. Donc, un menu vocal très complexe pour essayer de mélanger la personne, puis je l'ai mis sur Internet. Donc, si jamais vous êtes intéressé à refaire vous-même le même logiciel, le code source est disponible ici. C'est le GitHub. Pardon? C'est sur GitHub. Oui, sur GitHub. Donc, tout ça pour dire que les logiciels libres, on les retrouve dans plusieurs sphères. Mais bon, une fois qu'on a fini de faire de la création, qu'on a fait beaucoup de logiciels, à un certain point, on veut contribuer. On veut prendre le logiciel puis on veut que d'autres personnes en profitent. Alors, moi, rendu à 18-19 ans, je pense, peut-être 18-19 ans, j'étais un peu tout seul dans le sens que tous les logiciels que j'avais développés, ben, c'était surtout pour moi que j'avais fait ça. Je n'avais pas vraiment distribué ça à d'autres personnes. Puis là, je commençais à me poser la question, mais y a-t-il d'autres personnes à Québec qui utilisent aussi le logiciel libre? Alors, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert que, premièrement, il existe la communauté Ubuntu QC, Ubuntu Québec. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus actifs à Montréal qu'ici. Mais ça, c'est un regroupement de Québécois qui utilisent le système Ubuntu, qui se dépannent, qui s'aident entre eux, qui font de la documentation en français, etc. Le tout pour promouvoir les logiciels libres et promouvoir Ubuntu auprès des Québécois. J'ai aussi découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent IRC, donc ils vont communiquer à travers ce qu'on appelle du chat. Donc, il y a beaucoup d'entraide qui se fait à travers l'IRC. Il y a beaucoup de communication qui se fait à travers l'IRC. J'ai aussi découvert qu'ici à Québec, on a quelques groupes d'utilisateurs qui sont quand même assez intéressants. Donc, Linux, le groupe dont moi je fais partie et qui organise la journée aujourd'hui, on donne des activités autour des logiciels libres à toutes les 2 fins de semaine. Alors, ça, c'est un groupe d'utilisateurs ici à Québec. Et il y a aussi le Linux Meetup de Québec. Donc, un meetup qui se fait une fois par mois, tous les premiers mardis de mois, pour parler de tout et de rien de relié au logiciel libre. Puis d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de me reconnaître sur l'image? Ah, c'est pas tout jeune, ça. Oui, Quelques années. Hein. Ça fait quand même plusieurs années, mais en fait, j'étais ici. Donc, dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs. Mais bon, à part les groupes d'utilisateurs, nous avons aussi le côté académique. Donc, Daniel Pasco, il n'est pas ici, je pense pas. Oui. Oui. Il est où? Ah, il est en haut, peut-être? Il est en haut. Donc, Daniel Pasco donne un cours sur les logiciels libres de la société ici à l'Université Laval. Donc, le matériel pour le cours est entièrement libre. Vous pouvez même assister au cours de manière gratuite. Il existe aussi Facile, donc un regroupement collectif pour l'appropriation collective de l'informatique libre, qui en fait fait beaucoup de promotion de tout ce qui est mouvement social entouré au logiciel libre. Finalement, il y a aussi l'Appel, donc une association d'entreprises qui font du développement en logiciel libre ici à Québec puis au Canada. Alors ça, c'est des regroupements que j'ai trouvés ici à Québec. Et ce n'est pas les seuls, il en existe une panoplie ici au Canada, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas tout seul dans ce grand monde de logiciel libre. Il y a d'autres personnes qui sont autour de nous, puis parfois ils sont plus proches que ce qu'on pense.
Alors moi, je me dis, OK, je vais essayer de faire ma première contribution. La première contribution elle était extrêmement petite. Là. Alors ça, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'à un certain point, j'ai découvert un bug dans un logiciel qui était développé par le président de FSF France. Alors, je suis allé trouver c'était quoi le bug, puis là, j'ai fait ma première contribution, puis là, j'étais super fier, je suis là, yes! J'ai contribué, j'ai fait j'ai mis mon empreinte dans le monde, mais en fait, ma modification, c'était juste modifier une seule ligne, en fait. C'est juste une modification de un seule ligne. Par contre, imaginez-vous, si moi, je modifie une ligne, si maintenant on est rendu à 2 personnes qui modifient chacun une ligne, si maintenant on monte à 10 personnes qui modifient une ligne, de plus en plus de personnes qui modifient une seule ligne, mais ça commence par faire une contribution qui a quand même une certaine taille. Il faut dire que même si notre contribution est très petite, cette contribution-là va bénéficier à l'ensemble du projet, à l'ensemble des personnes qui vont l'utiliser par la suite. Donc, après avoir fait ma première contribution, j'ai commencé à faire d'autres contributions sur d'autres projets. Donc, j'ai fixé des bugs sur Ruby on Rails. J'ai travaillé beaucoup avec Typo 3 lorsque je faisais des sites web. J'ai fait quelques bugs fixes pour Flask, un framework pour faire des sites web en Python. J'ai aussi fait des patchs pour PHP. Bon, j'ai contribué à Python. J'ai beaucoup travaillé sur Fresco Baldi, tout un projet pour faire de la notation de partitions de musique avec les logiciels libres. Et j'ai aussi fait quelques contributions à l'Ediport. Alors, de fil en aiguille, en faisant toutes ces modifications-là, j'ai fini par me trouver un emploi. Et je suis fier de dire qu'aujourd'hui, je travaille à temps plein pour le projet Xivo, qui est une plateforme de téléphonie IP, qui est entièrement basée sur les logiciels libres, 100%. Alors, c'est quand même une fierté de dire qu'on commence à un jeune âge, on découvre un peu c'est quoi les logiciels libres, on acquiert de l'expérience à travers les différents projets, puis finalement, on se fait engager pour faire quelque chose qu'on aime faire. C'est quand même une très belle fierté. Et aujourd'hui, en fait, mes contributions elles sont légèrement un peu plus complexes. Donc, c'est rendu que ça, c'est... parfois, je fais des petits messages un peu comiques sur Internet. Donc, en fait, ça, je pense qu'il est important à lire. C'est peut-être la première ligne. Donc, Move Mocking Magnet from version 1 into the Space. Alors, si jamais vous allez sur le projet Xivo, vous allez retrouver très facilement quelques-unes de mes contributions avec des messages un peu comiques. Tout ça pour dire que je vais m'arranger un point où est-ce que je contribue du code à tous les jours. Donc, à tous les jours, je rentre du code dans le projet Xivo, puis ce code-là est utilisé par d'autres personnes. Donc, ça, c'était la phase contribution. Donc, c'est quoi la première phase? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Là? Ça marche pas. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'était quoi? L'élimination. Après l'élimination, c'était quoi? Création. Après création? Contribution. Maintenant, on est rendu au leadership. Donc, le leadership, c'est quoi? Pour moi, le leadership, c'est un peu ce qu'un chef représente. Donc, un bon chef, ça doit toujours inspirer d'autres personnes pour aller plus loin. Alors, il existe des milliers de logiciels libres aujourd'hui. Sauf qu'il y en a certains qui sont plus utilisés que d'autres. Et c'est quoi qui fait la différence? Bien, c'est le leadership derrière le projet. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant que ma gorge expose complètement. Donc, il y a beaucoup de projets, mais ils ne sont pas tous réussis. Un bon projet, ça prend un bon chef qui a une vision, qui est capable de diriger le projet, qui est capable de nous dire vers où est-ce que le projet devrait aller. Puis, en fait, les chefs, finalement, quand on y pense un peu, c'est juste des humains, comme nous et comme n'importe qui. C'est des personnes qui ont une vision, c'est une personne qui ont une attention pour apporter quelque chose de plus, apporter quelque chose de bien à la communauté. Et au début, on pense que les chefs, les personnes qui dirigent les gros projets, c'est des personnes, c'est des dieux, c'est des personnes qui sont tellement intelligents qu'on n'est pas capable de communiquer avec eux autres. Là. Mais moi, je dois dire que j'ai rencontré quelques-unes de ces personnes-là. Je me suis rendu compte qu'au fond, c'est des personnes qui sont très humaines, qui sont très sociales, tout comme nous. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Richard Stallman lorsqu'il est venu à Québec pour la conférence sur les logiciels libres il y a 4 ans. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir le GNU, donc le symbole, la mascotte de logiciels libres, que j'ai acheté pour 180 $. Donc,
J'ai aussi rencontré Monty, le créateur de MySQL, donc une des bases de données les plus utilisées aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs bu de l'avocat avec lui, l'avocat noir, c'est très bon. J'ai aussi rencontré Larry Wall, le créateur de Perl. Ouais. Donc, il a donné une conférence sur son cancer. Ça, c'était une conférence extrêmement spéciale. Il avait réussi, parce que d'habitude, il donne une conférence très technique, mais là, il avait donné une conférence sur sa lutte contre le cancer et comment ça l'a affecté à travers le projet. J'ai aussi rencontré John O'Bacon, donc le directeur de la communauté Ubuntu. D'ailleurs, il a beaucoup programmé en Python lui aussi. Alors, tout ça pour dire, j'ai aussi rencontré à Montréal Guido Van Rossum, donc le créateur de Python. Sauf que j'étais tellement nerveux que j'ai pas osé lui parler. Parce que, en fait, pour moi, Guido, c'est tellement un idole dans le sens que c'est un très bon programmeur qui a une belle perspective, qui a une belle vision pour le projet, qui a une belle vision pour vers où un logiciel devrait aller. J'ai même voyagé jusqu'en Afrique pour essayer de reproduire le logo de Ubuntu. Donc, en fait, pour ceux qui savent c'est quoi Ubuntu, premièrement, qui ici connaît Ubuntu? Vous avez déjà entendu le nom, qui sait un peu c'est quoi? Donc, est-ce que vous avez le logo en tête un peu? Donc, le logo, c'est quoi? C'est 3 personnes qui se tiennent la main, mais vues de haut. Donc là, moi, j'ai essayé de faire la même chose, mais là, l'affaire, c'est que je ne peux pas prendre une photo vue de haut. Donc là, je me retrouve à tenir la main de deux autres Africains en ligne. Mais tout ça pour dire que, au final, les logiciels libres, c'est les humains qui sont derrière ça. Et comme les humains, ils ont des qualités, ils ont des défauts, et ils ont aussi ils ont besoin d'interaction. Et même si aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement technologique, qui est très développé de manière numérique, c'est les humains qui utilisent la technologie. Donc, ce qui est important, c'est les interactions entre les humains, c'est la communauté, c'est comment est-ce qu'on fait pour contribuer ensemble. Et moi, je crois sincèrement que c'est dans la force des nombres qu'on réussit à évoluer. Donc, c'est pas en restant tout seul dans son petit coin, développer de logiciels propriétaires qui vont juste servir à de l'argent, qu'on va réussir à faire évoluer le monde. C'est en contribuant ensemble, en faisant une communauté, en partageant quelque chose qui est plus grand que soi. Tout ça pour dire qu'au final, aujourd'hui, je suis rendu à 26 ans, je donne des conférences, je programme, puis je donne aussi des contributions au monde entier. Puis même si aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui trouve que je suis peut-être un peu spécial, quand je fais des programmes, au final, j'ai commencé, comme n'importe qui, j'avais aucune connaissance, j'avais 17 ans. Mais au fil des années, j'ai réussi à évoluer pour arriver à quelque chose où est-ce que j'étais capable de profiter de tout. Donc, merci beaucoup d'avoir votre attention. La fin de l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Au début, tu as dit que tu avais dit que tu avais le pingouin. Effectivement, donc je ne l'ai pas dit. Le pingouin, en fait, un jour, quelqu'un a posé la question à Linus Torvalds, pourquoi as-tu choisi le pingouin comme mascotte? Puis lui a dit, tu n'as jamais vu un pingouin fâché en train de foncer sur la glace. C'est là sa réponse. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que très souvent, on va choisir une mascotte, un animal pour des qualités qu'il a, comme genre, donc, par exemple, le tigre, c'est féroce, on choisit le chien parce que c'est un animal de compagnie, mais en fait, le pingouin, ça a beaucoup de qualités qui sont cachées en soi qu'on ne voit pas tout de suite. Donc, c'est un peu ça qu'il voulait dire avec le pingouin. Donc, c'est un animal qui ne fait pas grand-chose, mais quand même des belles qualités appréciables. D'autres questions? Sur tout et sur rien? Oui? Ben, tantôt, on a parlé du PlayStation, tu as dit qu'on allait revenir. Oui, donc, en fait... depuis la version 3.24, on ne peut plus modifier, on peut plus, il fait plus partie de l'offre de Sony d'avoir un Linux à côté. La fonction OS qui a été retirée, sauf que quand ils l'ont retirée, ça a enragé la communauté qui a en fait piraté le système. Fait qu'en fond, maintenant, je pense que tu peux à nouveau, sauf que c'est pas de base, fait que les gens, en gros, piratent le système. Non, mais c'est ça, mais sans pirater, il n'y a pas de possibilité. En fait, la PlayStation 3, c'est quand même une histoire assez intéressante parce qu'au tout début, effectivement, les premières versions de PlayStation 3 qui sont sorties, on avait l'option Other OS qui était disponible parce qu'on pouvait installer d'autres logiciels, d'autres systèmes d'exploitation. Et à un certain point, Sony l'ont retiré. Mais, comme notre ami nous l'a dit,
la communauté s'est un peu fâchée à cause de ça, puis aujourd'hui, c'est encore possible d'installer un OS sur le PlayStation. C'est juste que là, on ne peut pas le faire de manière aussi facile. Donc, il faut passer à travers des backdoors, hein, en quelque sorte, là. Mais c'est encore possible. Mais je dirais que l'important à retenir là-dedans, c'est que la communauté a fait quelque chose. La communauté s'est fait enlever un droit. Elle s'est fait enlever, d'ailleurs, on pourrait faire une comparaison. Le fait que PlayStation retire Other OS de PlayStation, ça vient violer quelle liberté? Donc là, on a parlé de 4 libertés. Liberté d'exécuter, liberté d'étudier, liberté de redistribuer, puis liberté de modifier. C'est quelle liberté qu'on vient toucher lorsqu'on retire ça? La première liberté, exactement. On n'a plus le droit d'exécuter le OS. Donc, tu sais, c'est pas pour rien que j'insiste beaucoup sur les 4 libertés, c'est parce que c'est le fondement de tout ce que la communauté fait. Alors, la communauté s'est fait retirer un droit, donc elle a répliqué. C'est en sorte qu'elle pouvait recommencer à faire l'exécution sur PlayStation. D'ailleurs, on pourrait rajouter que Richard Stallman, l'inventeur des logiciels, il parle des logiciels propriétaires, non pas comme ça, mais en même temps, on dit des logiciels privateurs. Privateurs, effectivement. Parce qu'ils vous privent de vos droits. Comment ils font les gens, vu que c'est des dons, comme toi tu fais, comme des milliers de personnes, ils vivent de quoi? Donc, ça, c'est une question extrêmement intéressante, puis on pourrait quasiment faire une conférence au complet là-dessus. Je dirais que la clé de la réponse reste dans comprendre les modèles économiques des entreprises qui développent des logiciels libres. Donc là, je vais donner un exemple qui est l'exemple le plus courant, mais ce n'est pas le seul modèle qui existe. Il existe une panoplie de modèles différents qui font en sorte qu'on se fait payer de l'argent pour développer des logiciels libres. Donc moi, je travaille sur Divo. Divo qui est une plateforme entièrement libre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une compagnie derrière ça qui, en quelque sorte, commandite le projet. Donc, Avencal, c'est la compagnie qui commandite Xivo. Avencal me paye, moi, pour ajouter des fonctionnalités dans Xivo. Et pourquoi est-ce qu'il me paye? C'est parce que lui, il y a des clients derrière ça qui ont besoin de ces fonctionnalités-là. Donc, par exemple, je donne un exemple simple, lorsque on paye sur un bouton sur un téléphone, on veut que ça redirige vers une autre personne. Donc, de base, ça, c'est pas quelque chose qui est dans le téléphone. Donc là, on me paye pour développer ça. Par la suite, Avencal va prendre ça et il va le déployer chez le client. Donc, le client a payé Avencal pour avoir une fonctionnalité. Puis en même temps, le code que moi j'ai ajouté, bien, ça fait profiter la communauté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur un modèle de service. Ils vont offrir des services à la clientèle, puis à travers les services, ils vont venir ajouter du code ou améliorer un projet. Donc, ça, c'est un modèle économique sur comment on fait pour être payé pour développer le logiciel libre. Un autre modèle économique, c'est un modèle d'hébergement. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en site web, mais qui a besoin d'un site web, il peut payer quelqu'un pour le faire à sa place. Donc, par exemple, quelqu'un me paye pendant 3 heures, moi je monte un site web, mais je le fais entièrement en logiciel libre. Donc, tout ce que je développe à travers ça, bien, je le redonne à la communauté, sauf qu'au final, le client, lui, il a un site web de ce qu'il voulait. Donc, il existe plusieurs modèles économiques. Ça, c'est juste 2 exemples. Il y en existe une panoplie. Oui? Peut-être juste rajouter un exemple. Firefox, qui est très connu, fait partie d'une fondation qui s'appelle Mozilla, qui développe aussi Thunderbird et d'autres produits. Et au cumulatif, depuis les dernières années, ils ont reçu plus d'1 milliard de dollars de la part de contribution de Google. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple. Mais il n'y a rien qui se fait sans rien. Il y a tout le temps c'est pas un logiciel qui est vendu pour faire de l'argent, et c'est que toutes les entreprises ont besoin d'une parcelle de ce logiciel-là pour arriver à faire leur argent, donc ils y contribuent d'une autre façon. Au lieu d'investir directement, ils y vont indirectement. Un autre exemple, c'est on peut prendre des grandes entreprises comme Google, Facebook, IBM, Amazon. Eux autres ont besoin de beaucoup de serveurs haute performance pour faire toutes leurs ventes, etc. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font chacun, ils vont engager des personnes à l'intérieur de l'entreprise pour travailler sur un logiciel libre. Mais le travail d'une entreprise va aussi être profitable pour les autres entreprises. Parce que le travail que lui a fait, bien, il va aussi profiter d'autres personnes. Donc, chaque entreprise fait une contribution qui va en fait profiter aux autres qui ont aussi contribué. Mais encore là, c'est basé un peu sur le modèle économique de service. Là, on paye pour un service. D'autres questions? En fait, on se rend compte que pour les entreprises, ils se rendent compte aussi, jusqu'à un certain point, que maintenir du code, ça coûte extrêmement cher. Et ils n'ont pas forcément les compétences pour, et ils ont de moins en moins les compétences pour, parce qu'il y a un problème de rareté de main-d'œuvre. Et ils se rendent compte que finalement, des fois,
collaborer à développer des morceaux de logiciels, c'est beaucoup plus intéressant que de faire chacun dans son coin et finalement de doubler ou de tripler le travail fait. Donc ils ont tout intérêt à collaborer, rajouter les morceaux qui manquent et pour ensuite eux-mêmes en profiter. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Oui, moi ce serait plutôt un commentaire. Moi le libre, tu sais, j'aime bien défendre ça et tu as parlé des 4 libertés. Souvent quand je parle du libre, les gens me demandent c'est quoi le libre? J'ai introduit un peu les libertés, donc on a dit exécuter, étudier, redistribuer, modifier. Mais quand là je prends le monde qui utilise un ordinateur classiquement, là. Lui ce qui l'intéresse c'est exécuter. Oui. Pour le reste, du coup après, pour défendre la position du libre, moi je suis un peu mal pris parce que quelqu'un qui va me dire moi étudier le code ça me sert à rien, le redistribuer j'en ai pas besoin, et le modifier, alors encore moins j'ai pas les compétences. Donc pourquoi s'orienter vers le libre alors que je peux me concentrer sur Windows, Word, au final, je vais l'acheter pareil, mais tu vois, c'est un discours. Ouais, c'est un discours, effectivement. Mais je dirais que, rendu à ce point-là, il ne faut pas parler de liberté, il faut parler des autres avantages qui viennent indirectement à travers la communauté. Donc,